Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance d'information du projet Ligne bleue du métro de Montréal. Il s'agit d'une séance à l'intention des riverains à proximité du chantier du bâtiment auxiliaire Michel-Ange. Je m'appelle Benoît Cléroux, je suis conseiller en communication interne pour le projet Ligne bleue et je serai l'animateur de la rencontre. D'entrée de jeu, je précise qu'en raison d'un problème technique, nous n'avons pas été en mesure d'enregistrer les premières minutes de la rencontre du vendredi 25 avril dernier. Nous avons donc réenregistré le mot d'ouverture et les premières diapositives de la séance d'information. La suite de cet enregistrement viendra donc de la séance qui a eu lieu le vendredi 25 avril à midi. Vous pourrez y entendre nos présentateurs, suivre le PowerPoint à l'écran et écouter la période de questions. L'objectif de cette séance d'information, donc, est de vous présenter le projet de prolongement de la ligne bleue et plus particulièrement l'implantation du chantier du bâtiment auxiliaire Michel-Ange. Voici comment se déroulera cette séance. Tout d'abord, deux de mes collègues du bureau de projet vous feront une présentation sur le projet. La présentation durera approximativement 35 minutes en tout et sera suivie d'une période de questions. Certaines personnes nous avaient envoyé des questions dans le formulaire d'inscription. Les réponses à plusieurs de celles-ci seront abordées dans la présentation. Je poserai les autres questions aux présentateurs durant la période de questions. Les personnes qui ont suivi la rencontre en direct pouvaient poser leurs questions par écrit dans le fil de discussion. Étant donné le nombre élevé de personnes que peut accueillir ce type de rencontre, il n'était pas possible de poser des questions à haute voix. Je vais donc maintenant commencer à vous présenter les premières diapositives. Le rôle du bureau du projet Ligne bleue. D'abord, précisons que la STM est gestionnaire du projet et à ce titre, elle a mis sur pied le bureau du projet Ligne bleue. Ce bureau de projet agit à titre de donneur d'ouvrage et détient la maîtrise d'œuvre pour l'ensemble du projet. Alors, ce bureau de projet est gouverné par 5 partenaires qui sont le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Société québécoise des infrastructures, l'Autorité régionale de transport métropolitain, la Ville de Montréal et la STM qui prennent de manière concertée les décisions stratégiques entourant le projet. Le bureau du projet Ligne bleue réalise l'ensemble de la conception du projet. Il chapeaute l'ensemble des activités jusqu'à la mise en exploitation. Il interagit avec la communauté locale, les adjudicataires et les médias. Il collabore avec les équipes de la STM dans son rôle propriétaire de futurs exploitants des infrastructures du prolongement et avec l'ARTM pour les 2 terminus métropolitains. Ce projet de prolongement, il est essentiel au développement de l'Est de Montréal. D'abord, il va améliorer la mobilité dans tout le secteur. Il va aussi renforcer l'intermodalité entre les divers modes de transport. C'est un appui majeur au développement économique et urbain de l'Est de Montréal. C'est un projet aussi qui va permettre l'intégration d'aménagements assurant l'accessibilité universelle, notamment par les ascenseurs dans les futures stations. Enfin, c'est un projet qui met de l'avant des critères clés en matière de développement durable. Un projet qu'on peut expliquer aussi en termes de gains pour la mobilité durable. Disons simplement qu'il y aura approximativement 69 000 passagers sur le tronçon prolongé par jour. De ce nombre, un peu plus de 20 000 donc, qui vont emprunter le tronçon le matin. Et de ces 20 000 passagers, donc, il y en aura plus de 16 000 qui seront en fait des nouveaux passagers sur la ligne bleue en période de pointe matinale. Le temps de trajet, actuellement, l'autobus de la station Anjou à la station Saint-Michel, c'est d'environ 20-22 minutes. Avec le prolongement, ce sera de 8 minutes. Ce prolongement, eh bien, ce sont 5 nouvelles stations universellement accessibles
au coin, en fait, ce ne sont pas les noms définitifs, vous l'aurez compris, c'est au coin de Pineuf, Viau, Lacordaire, L'Angelier et Galerie d'Anjou, tout simplement Anjou. Ce tunnel, donc, est une longueur d'environ 6 km. Il y a 7 édicules, donc 2 stations au point Pineuf et Anjou qui vont avoir 2 édicules, donc pour un total de 7 en tout. Les autres stations ont un seul édicule. 2 terminus d'autobus, un à Anjou, un autre près de Pineuf. Un tunnel piétonnier souterrain, justement à Pineuf pour faire le lien avec le SRB existant. Du côté d'Anjou, il y aura une passerelle souterraine sous l'autoroute 25 pour relier l'éticule du côté ouest et l'éticule du côté est. En plus de tout ça, il y a plusieurs équipements, des infrastructures opérationnelles. On parle surtout de bâtiments auxiliaires. Donc, ce sont des bâtiments qui renferment les équipements nécessaires à l'exploitation, notamment la ventilation et le pompage des eaux. Écoutez, déjà, vous en doutez bien, il y en a ici à Michel-Ange, mais il y en a d'autres aussi entre chacune des futures stations. Également, là, du côté complètement à l'est, où il y aura un garage atelier pour le métro. Sans oublier du côté de la station Saint-Michel, où il y aura un poste de district qui sera ajouté pour ajouter là, justement de la puissance électrique, ainsi qu'un centre de service pour l'entretien des infrastructures. Donc, tout cela va se passer près de l'actuelle station Saint-Michel. Brièvement, la profondeur du chemin de roulement du tunnel, vous pouvez voir les données sur la diapositive. Je ne passerai pas là, sur chacune d'elles. Expliquons tout simplement quand même qu'entre les stations, généralement, le train va descendre et ensuite remonter. Les raisons pour ça, c'est que, bon, on souhaite qu'au milieu, le bâtiment auxiliaire soit un peu plus bas pour recueillir l'eau qui sera ensuite pompée. Donc, ça fait plus de sens que ce bâtiment soit plus bas. Mais aussi, c'est que le train, en quittant la station, va descendre, donc accélérer plus naturellement. Et en arrivant à la station suivante, va remonter et à ce moment-là, freiner un peu plus naturellement. Et de sorte que ça permet d'économiser de l'énergie à chaque fois. Et c'est sur cette diapositive qui vous donne d'autres statistiques là, sur l'ensemble du projet que nous allons repasser au fond à l'enregistrement du 25 avril dernier. Alors, je laisse la parole à M. David Chartier, qui est le directeur de la construction pour le projet. Donc, David va poursuivre la présentation et par la suite, il y aura Mme Sarah Bédard-Juliané, directrice de projet, qui prendra également la parole. Ce qui inclut le garage, mais environ 5 km et demi, 6 km de tunnels commercial. Donc, c'est les tunnels qui vont servir, en fin de compte, au déplacement des usagers. Pour réussir à faire des projets de cette envergure-là, en amont des projets et même au début du projet, on a fait plusieurs forages exploratoires pour bien connaître notre sous-sol, donc notre souterrain, pour être capable déjà d'adapter nos plans et devis et nos stratégies par rapport à notre qualité du roc qu'on va rencontrer. C'est pour ça, tantôt, vous avez vu notre ligne de métro va être à des endroits plus profonds, justement à cause qu'on a caractérisé des situations qui étaient un peu plus problématiques. Donc, on a déjà des solutions par rapport à ces éléments-là. Donc, encore là, tout le travail qui était fait en amont nous sert à être plus efficace et à avoir moins de problématiques plus tard. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que c'est un chantier quand même d'envergure. On parle d'environ 2000 travailleurs qui vont être à pied d'œuvre à un certain moment. Mais encore là, c'est sur une quinzaine de sites. Donc, ce n'est pas 2000 travailleurs sur un seul site, c'est 15 sites qui partent à partir de la station Saint-Michel et qui vont jusqu'à l'autre côté de la 25 et même de l'autre côté de la 40 dans l'est de Montréal pour le garage qui va être construit. Donc, c'est une quinzaine de sites où est-ce qu'il y a déjà des travaux qui sont commencés. On va excaver au total environ 2,4 millions de tonnes de roc. Donc, il y a beaucoup de roc qui va être excavé, soit pour les tunnels, soit pour la construction des stations en tant que telles.
Sur le terrain, pour vraiment que tout le monde voit un peu ce qui se passe, puis vraiment se rendre compte que ça avance quand même très bien. Au site P9, on peut voir ici nous, ce qu'on appelle le transept, mais l'excavation principale qui va recevoir la station. Donc, c'est vraiment l'excavation qui était une bonne partie sur la rue qui est sous la rue Jean Talon et sur le terrain du centre d'achat. C'est une des stations qui est quand même le plus avancée présentement. C'est un chantier qui avance très bien, qui suit les échéanciers, donc ça va bien de ce côté-là. Vio est moins avancé, mais c'était ça qui était prévu. On avait des travaux à faire sur des utilités publiques avant de commencer les réels travaux d'excavation. Encore là, la photo date déjà de quelques jours, donc la situation a changé depuis. Chantier Lacordaire, même chose, on a commencé à excaver le roc, donc on a enlevé tout le déblai présentement de sol avant, et là on est rendu à excaver le roc. Et la station L'Angelier, c'est une station qui avance aussi rapidement que la station P9, donc on est en avance sur notre échéancier à cet endroit-là. Donc c'est toutes des bonnes nouvelles. Présentement, on suit les cadences et on est sur nos échéanciers. Dans le secteur d'Anjou, c'est dans les derniers contrats octroyés, on voit qu'il y a déjà de l'activité pour ceux qui partent dans le secteur. On a déjà commencé à se mobiliser de façon beaucoup plus forte du côté ouest. Du côté est, un peu moins, mais dans les prochains jours, il va y avoir encore plus d'activités qui vont se situer des deux côtés. Mais encore là, on est dans nos échéanciers, puis les entrepreneurs se sont mobilisés, donc on est sous contrôle de ce côté-là. Par rapport à toutes les entraves qu'on est allé faire sur la rue Jean Talon, vous les avez remarqués, sont en place depuis déjà quelques mois. On a mis en place une voie réservée sur la rue Bélanger, puisque la 141 était une des voies réservées, des lignes d'autobus les plus achalandées de notre réseau. Donc, la voie réservée a été mise en place pour compenser à la perte de l'autobus qui passait sur la rue Jean Talon. Et présentement, c'est un succès. Il y a encore autant d'usagers qui utilisent la 141 qui est maintenant dans la voie réservée. Donc, pour nous, c'est un succès, cette mise en place de voie réservée-là. Elle va perdurer le temps qu'on a nos entraves sur la rue Jean Talon. C'est des gros travaux, c'est des travaux majeurs, donc ça demande des équipements un peu hors de l'ordinaire. On utilise plusieurs techniques pour le plus gros de nos ouvrages, donc on parle de l'excavation du roc. Donc pour l'excaver le roc, on y va par micro-dynamitage contrôlé. Présentement, on en a beaucoup moins que prévu initialement, puisque l'entrepreneur qui est sur place présentement utilise d'autres techniques qui sont aussi rapides, amène moins d'inconvénients. Donc, c'est encore là, c'est un choix, puis ça va bien de ce côté-là. Donc, il va y en avoir quelques endroits, mais comme pour vous, votre secteur, c'est pas la stratégie qui est mise de l'avant. Il va y avoir pour la construction des tunnels, il va y avoir soit des haveuses, comme vous pouvez voir sur l'image de gauche. C'est une haveuse, donc c'est un équipement avec un gros rouleau à l'avant avec des dents qui vient gruger le roc et qui extrait le roc vers l'arrière. Et à l'arrière, il est soit chargé dans des camions ou par convoyeur, il est extrait au site, on va dire, au site le plus près. La plupart du temps, les débris vont se rendre à la station. Et après ça, vont être extraits par la station. On a le tunnelier qui est un élément très, très particulier qui est construit exclusivement pour nos besoins. Donc, son diamètre, la façon qui est designée est faite pour notre type de roche, nos profondeurs, etc. Et notre diamètre, encore là, nous, on a un diamètre standard pour nos métros, donc qui est différent des autres métros et des autres éléments qui est excavé dans le monde. Donc, notre tunnelier va arriver d'Europe. Je vous dirais au octobre-novembre, il va arriver en petits morceaux, il va être assemblé, puis on espère être capable de le mettre en marche en avril. Quand je vous dis on espère, c'est que ça va être mis en marche au mois d'avril prochain, donc avril 2026. Pour vous donner un petit exemple, je vais revenir 2 secondes. C'est des équipements qui sont
alimentés la plupart du temps. Les haveurs sont alimentés la plupart du temps de façon électrique. Donc, c'est des équipements qui sont très peu bruyants. Un tunnelier, c'est électrique également. Il y a des haveurs qui sont diesel, mais encore là, c'est de plus en plus rare. Donc, c'est vraiment dans un souci de réduire, premièrement, nous, les questions de ventilation, mais aussi c'est pour une question de bruit. Donc, toutes les mesures sont mises en place pour contrôler ces éléments-là, tels que le bruit, la vibration, les poussières. Sarah va vous en parler plus en détail, mais c'est des enjeux présentement qu'on a pris soin de bien adresser dans nos appels d'offres puis avec nos entrepreneurs pour faire en sorte qu'on est conscient qu'on travaille selon des horaires atypiques, mais dans un milieu fortement bâti. Le tunnelier, le principe d'un tunnelier, c'est qu'il y a une roue de coupe à l'avant qui tourne, qui vient en fin de compte défaire le roc. Le roc qui est ensuite emmené par un convoyeur à travers le tunnelier et après ça, il est envoyé par convoyeur jusqu'à la station d'extraction qui est P9. Donc, le tunnelier va partir de P9 puis il va se rendre vers Anjou, mais même quand il va être rendu à Lacordaire, l'Angélie, puis même plus loin, le roc va toujours sortir à la station P9 parce que c'est l'endroit où est-ce que le tunnelier est relié. Donc, il est relié de plein de façons par les convoyeurs, par l'alimentation en air, par l'alimentation électrique. Donc, puis aussi, c'est par la station P9 que les voussoirs, donc les pièces de béton préfabriquées en anneaux, vont être acheminées. À partir de P9, la pièce va être descendue dans le tunnel et va être acheminé jusqu'au tunnelier, que le tunnelier va mettre en place et il va avancer. Donc, lui, plus le tunnelier avance, plus en arrière de lui, le tunnel est en grande partie terminé. Il reste d'autres étapes encore à faire, mais la structure en tant que telle va être faite. C'est des opérations qui vont se situer, qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le tunnelier il est arrêté juste pour faire de la maintenance. Donc, il y a une petite maintenance à faire à tous les jours. Mais sinon, c'est vraiment quand il va arriver plus dans des périodes qu'il va rentrer en station ou est-ce qu'il va y avoir des opérations un peu plus grandes de mise à niveau. Maintenant, on tombe vraiment à la portion qui vous touche principalement. Donc, c'est les travaux au bâtiment auxiliaire Michel-Ange, plus communément appelé pour nous la SA1, dont je vais passer la parole à Sarah, qui est la directrice de projet qui s'occupe de faire l'excavation de ce site. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, dans le fond, comme David disait, je vais vous présenter un peu ce qui s'en vient là, sur le chantier dans le parc qui va commencer la semaine prochaine. Vous avez d'ailleurs vu là, notre arrivée graduellement au cours des derniers jours. Donc, d'abord, je vous présente un peu le concept de ce qu'est un bâtiment auxiliaire. Ça, c'est le bâtiment auxiliaire vraiment de la structure auxiliaire 1 qu'on appelle. Là. Je vais peut-être l'appeler SA1 durant la présentation. C'est le terme qu'on utilise à l'interne pour la désigner. Donc, ici, c'est vraiment le bâtiment qu'on retrouve là, dans votre parc. Ici, c'est parce qu'il y en a déjà un. Dans le fond, il y a déjà un puits de ventilation mécanique qu'on retrouve dans le parc. Vous voyez le petit bâtiment qui est hors terre qu'on trouve ici. Il y a une grille ensuite. Ça, c'est le bâtiment existant. Donc, tout en gris, ça existe déjà. Le tunnel ici, c'est celui qui s'en va vers Saint-Michel. Nous, ce qu'on s'en vient faire, c'est qu'on va venir excaver la zone qui est un peu en gris plus pâle ici. Donc, ça va être une excavation à ciel ouvert qu'on va faire. Donc, une excavation verticale pour venir là au-dessus du futur tunnel qu'on va creuser par la suite. Donc, la zone ici que je mets en rouge, ça, c'est celle qui s'en va vers la future station P9. En surface, de quoi ça va avoir l'air dans le parc? C'est seulement ce petit bâtiment ici qu'on va retrouver, là, qui va être aménagé dans le parc, là, puis qu'on va venir fondre là, dans l'aménagement. Tout le reste va être en souterrain, donc non visible. Un bâtiment auxiliaire, c'est des bâtiments qu'on retrouve entre chaque station qui nous permettent de venir mettre des équipements pour opérer le métro et les tunnels. Donc, le puits de ventilation mécanique ici va demeurer en place. Dans le cadre des travaux du prolongement ligne bleue, on ne vient pas toucher ce puits de ventilation mécanique-là. On ne vient pas faire de travaux. On va venir toutefois le protéger pour le protéger des poussières qui peuvent être générées dans le chantier.
On va vraiment plus venir du côté de la 17e, venir faire cette excavation-ci. Et dans ce bâtiment-là, il va devenir un peu un bâtiment complémentaire à notre PVM, donc puits de ventilation mécanique existant. Il va entre autres servir à faire le pompage des eaux qui vont arriver là, du tunnel qui vient de la station P9. Donc, des petits visuels de à quoi ressemblent des bâtiments auxiliaires. Ici, on vous en montre deux. Je tiens à vous rassurer, toutefois, ils sont quand même un peu plus imposants que ce qu'on va retrouver là, dans le parc là, à la fin du projet. Donc, ça, c'est des bâtiments qu'on retrouve là, déjà sur le réseau existant. Ils se font très bien là, dans le paysage et entre les maisons. Donc, ils sont assez transparents. Maintenant, au niveau du site, ce qu'on s'en vient faire, on se mobilise là, dès la semaine prochaine. Il va y avoir plusieurs entrepreneurs qui vont passer sur ce site-là, puisqu'il y a plusieurs, disons, on va utiliser cette entrée dans le tunnel-là pour plusieurs utilités. Donc, la première, c'est qu'on va venir d'abord creuser notre puits d'excavation. Donc, il va y avoir un entrepreneur qui va arriver, qui va venir, il va venir lui faire tout l'aménagement de chantier vu que c'est le premier à entrer. Il va venir se ceinturer, il va commencer son excavation à ciel ouvert. Il va, en même temps qu'il fait son excavation, il va bétonner les parois de l'excavation pour venir sécuriser le tout. Ensuite de ça, ce même entrepreneur-là qui est en train déjà, qui va avoir creusé le tunnel à partir de la station P9 vers l'existante station Saint-Michel, va avoir terminé son excavation, mais va devoir bétonner cette zone de tunnel-là. Donc, il va utiliser le site de la SA1 pour rentrer son béton. Donc, l'excavation de roc va seulement se faire pour la structure auxiliaire, mais ensuite, on va faire le bétonnage du tunnel par ce site-là. Lui va quitter et va arriver un nouvel entrepreneur qui est nos entrepreneurs d'installation électrique qui, lui, va rentrer, va utiliser notre site comme porte d'entrée pour amener ses installations électriques dans le tunnel. Idem ensuite pour l'entrepreneur en voie, donc celui qui vient poser les rails pour le métro, va utiliser ce site-là pour passer ses rails. Lorsqu'il aura terminé, c'est notre entrepreneur de construction, dans le fond, qui va venir faire l'aménagement autant en souterrain qu'en surface. Il va venir construire les murs, les planchers de cette structure auxiliaire-là, va la monter jusqu'à la surface et va faire par le fait même tout le réaménagement du parc, puisque dans le fond, on va profiter du chantier là, pour réaménager le parc, le remettre au goût du jour, changer les modules là, et s'assurer qu'il soit, dans le fond, remis au goût du jour. Ça nous amène, l'ensemble de ces travaux-là, à une réouverture, dans le fond, à une libération du site en 2029. Donc, pour les 4 prochaines années, la zone sera occupée par nous. Ici, je vous présente qu'il y a plusieurs phases, là, mais les deux premières, nos phases préparatoires, sont de très courte durée. Donc, dès lundi prochain, vous allez voir, il va commencer, on va voir les changements. L'entrepreneur va venir se mobiliser. Il va commencer à installer ses enceintes de chantier pour venir délimiter la zone qui est en assuré en orange. Et durant les 2 premières semaines, il va venir faire des travaux sur Michel-Ange. Il doit venir éliminer le dos d'âne. Donc, on va devoir fermer là, la rue Michel-Ange. Les voitures vont être redirigées. Ça va être fermé entre la 16e et la 17e. L'entrepreneur va aussi profiter de ces moments-là pour venir faire là, des aménagements au niveau des trottoirs là, pour assurer les chemins piétonniers que vous voyez en vert. Ça, c'est les chemins vers qui on va diriger nos piétons pour s'assurer qu'ils circulent de manière sécuritaire au pourtour du chantier. 2 semaines plus tard environ, va venir la deuxième phase. Donc, l'entrepreneur va redonner, se démobiliser de la rue Michel-Ange, donc va redonner les accès et va venir prendre une portion de la rue de la 17e. Donc, la 17e va être en sens unique pendant encore là un 10 jours environ, 10 jours, 2 semaines, pour venir faire des travaux au niveau de l'égout qui se trouve sous la 17e. Donc, encore là, la signalisation va être modifiée là, pour assurer cette circulation-là. Finalement, fin janvier, l'aménagement permanent du chantier va se faire. Donc, comme vous voyez, les chemins piétonniers vont avoir été faits ici. Puis, on va venir
reprendre une petite zone sur Michel-Ange. Donc, Michel-Ange va être à sens unique entre la 16e et la 17e pour les années à venir. Et la 17e va rester toutefois à 2 voies. Donc, on va empiéter un peu sur les trottoirs, mais au moins, il n'y aura pas d'entrave complète au niveau des rues. On va pouvoir circuler là, en voiture. Maintenant, au niveau d'itinéraire de camionnage, comme je vous expliquais, il y a des travaux d'excavation qui se font là. Ensuite, il y aura d'autres travaux. Ça nécessite évidemment qu'il va y avoir des camions qui vont circuler pour venir sur le chantier. Donc, nos camions, l'itinéraire qui leur est imposé, c'est qu'ils vont arriver de Parc-Crémazie, ils vont descendre la 17e avenue et l'entrée de chantier va se faire à même la 17e. Donc, le camion va arriver du nord, va rentrer sur le chantier et va quitter via la 17e aussi pour se rendre sur Jean-Talon. Donc, les camions font vraiment des lignes droites, les gros camions de chantier. On a un petit chemin de camionnage au niveau de Ivrette que vous voyez ici. Ceci, c'est pas pour les camions de chantier, c'est plus pour des pick-up, des camions de service. C'est vraiment pour des camions de plus petite envergure. C'est vraiment plus parce qu'il y a une petite entrée de chantier ici pour les travailleurs ou pour des livraisons, par exemple. Donc, ça ne sera vraiment pas les camions plus massifs là, qui, eux, sont obligés de prendre seulement une ligne droite. Maintenant, qui dit chantier, évidemment, dit modification au niveau des stationnements. On n'a pas le choix, de par notre empreinte là, sur la rue, de modifier de modifier les stationnements du secteur. C'est à partir du 28 avril prochain, donc de lundi, que vous allez voir là, la modification au niveau des pancartes. Les pancartes ont déjà été installées, mais pour l'instant, elles sont bloquées. Elles sont c'est ça, elles sont bloquées, elles ne sont pas actives. Donc, ces modifications-là sont nécessaires, évidemment, pour l'implantation de nos chantiers, ce qui fait que, bon, il sera plus possible de se stationner là, au pourtour du parc, puisque ça sera nos enceintes de chantier. Les nouvelles zones de vignettes seront au nord et au sud du parc, du côté ouest de la 17e avenue. On ne pourra pas non plus, vu que Michel-Ange devient un sens unique, là, se stationner entre la 16e et la 17e sur Michel-Ange. On a essayé de limiter le plus possible la perte de stationnement. On compte environ 2 stationnements qui sont perdus dans sa totalité. Je vous rassure toutefois, on va suivre de près les impacts de ce stationnement-là, puis on va faire tout en notre possible pour vous permettre, là, pour limiter ces impacts-là suite à la mise en place. Maintenant, dans votre secteur, il y a aussi d'autres travaux qui sont actifs actuellement. On tenait à vous faire juste un petit topo. Ce n'est pas des travaux qui sont en lien avec le prolongement ligne bleue. C'est vraiment plus des travaux qui sont menés par nos collègues de la STM, mais pour le maintien d'actifs. Donc, ces travaux-là sont à la station actuelle Saint-Michel. Comme vous savez, l'édicule principal là, est fermé depuis quelques mois déjà. On fait des travaux dans cette station-là au niveau du maintien d'actifs, c'est-à-dire qu'on vient faire de la réfection des dalles, on refait des escaliers, on remet un peu la station en bon état au goût du jour. Les travaux sont prévus d'ici la fin 2025. Ensuite, il y a un autre travaux, mais celui-là sera pour le bien de la ligne bleue, on va venir construire un poste de district là, adjacent à notre édicule principal sur Saint-Michel. On est présentement en appel d'offres pour ces travaux-là. Ils vont commencer à l'automne prochain. C'est pour le bien du prolongement qu'on les fait. Dans le fond, un poste de district, c'est le poste qui amène l'électricité pour opérer le métro. Donc, on vient installer un poste de district pour notre prolongement là, qui va alimenter le prolongement de la ligne bleue. Donc, ces travaux-là vont commencer à l'automne. Il n'y aura pas d'impact toutefois là, au niveau de la station et il n'y aura pas non plus d'entrave complète, là, que ce soit sur Saint-Michel, Everett ou Sochesny. Maintenant, bon, qui dit chantier dit cohabitation, dit aussi mesure d'atténuation. Dans le fond, notre intention à nous, c'est toujours de venir s'installer dans le quartier de la manière la plus douce possible et d'assurer une cohabitation harmonieuse là, avec les riverains, d'autant plus qu'on est là quand même pour quelques années. Donc, d'abord, au niveau de la mobilité, je vous ai montré les chemins de camionnage. Ces chemins-là sont réfléchis, sont travaillés avec la
ville, on s'assure aussi d'avoir une signalisation qui est adéquate, qui est claire, qui est précise pour éviter des détours. Évidemment, bon, pour la SE1, il y a l'avantage qu'il n'y a pas d'entrave, donc il n'y aura pas nécessairement de détour à faire, mais certes, tout est réfléchi là, dans une mobilité intégrée. Il y a aussi tout ce qui est sécurité, qui est vraiment au cœur de nos actions, la sécurité autant de nos travailleurs, mais aussi de tous les riverains là, qui circulent autour du chantier est très importante pour nous. Donc, on met des mesures pour s'assurer que tout le monde puisse continuer là, de circuler dans le quartier de manière sécuritaire. Donc, ce que vous allez voir là, avec les entrées de chantier et les sorties, c'est qu'on va avoir des signaleurs. Donc, ça, c'est des personnes qui sont vêtues tout de jaune, qui font tout le contrôle des accès, qui s'assurent que quand les camions sortent, il n'y a pas de piétons qui se retrouvent dans une zone plus névralgique par rapport aux camions. Donc, ils assurent la protection des piétons puis de tous des cyclistes ou des voitures autour des entrées-sorties pour s'assurer que les camions puissent circuler de manière sécuritaire. On a aussi on s'assure d'avoir une accessibilité universelle autour des chantiers. Donc ça veut dire les chemins de piétons que je vous montrais. On vient s'assurer que ces chemins-là sont bien identifiés, qu'il y a du marquage au sol pour indiquer les gens où traverser, puis aussi qu'il y a des entrées charretières, là, donc que les gens puissent, les personnes avec une mobilité réduite puissent descendre des trottoirs de manière sécuritaire. Maintenant, qui dit travaux d'excavation, travaux de construction, dit aussi quand même augmentation du bruit, poussière, vibration. Nous, notre stratégie, c'est vraiment de venir éliminer ces nuisances-là à la source. Donc, on met plusieurs méthodes en place. On travaille avec notre entrepreneur. D'abord, je tiens à vous rassurer, il y a des limites de bruit qui sont imposées à l'entrepreneur. C'est une réglementation municipale auquel on se souscrit. Cet entrepreneur-là, dans le fond, ce que ça fait, ces limites-là, c'est que les travaux bruyants peuvent s'effectuer seulement de jour et de soir et de nuit, les limites de bruit sont très basses, ce qui impose des travaux vraiment plus légers ou des travaux qui génèrent très peu de bruit. Ça veut dire dans votre quartier que nos travaux d'excavation vont se faire le jour. Puis le soir et la nuit, s'il y a travaux, ça c'est au choix de l'entrepreneur, mais ça sera des travaux vraiment très peu perceptibles. Aux abords de chantier, vous allez voir l'entrepreneur, ce qu'il fait dès le départ, c'est qu'il vient mettre une espèce d'enceinte de chantier qui est des murs en contreplaqué dans lesquels il y a de la laine minérale. Donc, ces murs-là, on les appelle des murs anti-bruit. Donc, le son la laine minérale vient capter le son du chantier et évite qu'elle se propage à l'extérieur de ces enceintes-là. Donc, avec les murs anti-bruit, on vient vraiment limiter la propagation du son dans le quartier. Ensuite, alarme de recul à bruit blanc, ça c'est au niveau des camions. On impose que chaque camion qui entre sur le chantier ait une alarme à bruit blanc qui est vraiment plus un bip-bip, mais plus une espèce de tchou-tchou. Donc, qui est un bruit qui est perceptible pour quelqu'un qui est autour du camion, mais qui n'est pas perceptible pour quelqu'un qui est à l'extérieur du chantier. Ensuite, au niveau de la poussière, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir capter la poussière vraiment à la source. Donc, on va mettre des toiles anti-poussière proches des zones d'excavation pour s'assurer que la poussière est captée et les filtrée. Mais aussi, ce qu'on demande, c'est d'arroser les camions à la fin, avant de sortir des chantiers. Donc, toute la terre qui aurait pu être générée là, par nos excavations, qui peuvent se retrouver sur les roues du camion, on la lave avant que ça sorte du chantier pour éviter que cette poussière-là, cette terre-là, cette saleté-là soit circulée ensuite là, dans les rues avoisinantes. Et évidemment aussi, on vient nettoyer nos rues avoisinantes justement pour capter tout ce qui est poussière. Donc, dans le fond, en mouillant tout ça puis en la nettoyant, on évite quand les voitures passent par la suite que ça lève puis que ça génère de la poussière dans l'air. Autant pour le bruit que la poussière, on a des capteurs, donc on met des sonomètres, on met des capteurs au niveau de la qualité de l'air qui nous permet de mesurer en temps réel soit l'émanation de bruit ou l'émanation de poussière, puis qui nous permet de s'assurer qu'on demeure dans les limites respectables. Et ces mesures-là vont au cours des prochains mois, on va générer une interface web dans laquelle on va vous publier ces mesures-là, puis vous allez pouvoir voir l'évolution de tout ça en fonction des travaux qui se déroulent sur le chantier.
Je termine aussi avec un dernier point qui est la vibration. Donc, si vous vous retrouvez dans un secteur de 75 mètres autour de notre front d'excavation, dans le fond, là, autour du parc, vous avez probablement reçu la visite d'un inspecteur qui est venu inspecter votre bâtiment, qui est venu s'assurer de la santé de votre bâtiment. Ça, c'est des mesures préventives qu'on fait pour s'assurer, quand on fait de l'excavation, ça peut générer certaines vibrations, s'assurer qu'on prend toutes les mesures nécessaires là, si un bâtiment est plus névralgique autour de nous. On va aussi suivre autant à l'intérieur du chantier, mais même à l'extérieur du chantier, les vibrations qui sont générées par nos travaux pour s'assurer encore une fois qu'elles demeurent dans les seuils acceptables. Et finalement, dans le cadre des travaux de microdynamitage qu'on vient faire, c'est de distribuer des détecteurs de monoxyde de carbone chez les riverains pour s'assurer de mesurer le tout. Par contre, dans le cas de la SA1, la stratégie de l'entrepreneur actuellement n'est pas de faire du microdynamitage. C'est pour ça probablement que vous n'aurez jamais la visite là, de nos représentants qui va vous distribuer un détecteur. L'entrepreneur utilise plutôt une méthode d'excavation mécanique. Donc, il n'y a pas de besoin dans ce cas-là d'installer un détecteur de monoxyde de carbone. Donc, ça fait le tour au niveau de nos nuisances. Maintenant, dans le projet, il y a quand même des étapes qui s'en viennent, des dévoilements qui arrivent, qui sont toujours intéressants à communiquer. D'abord, nos noms de station, pour l'instant, c'est des noms provisoires. Ils vont recevoir un nom propre à elles. Ça va faire l'objet d'un dévoilement public. Il y a un comité de toponymie là, qui a été mis en place dans les dernières années pour justement établir le nom de ces stations-là. Donc, ça viendra sous peu. Il y aura des dévoilements au courant des prochains mois. Il y a aussi une coutume dans le monde de la construction qui est de donner un nom à un équipement qui est majeur sur un chantier. Dans le cas du prolongement ligne bleue, c'est vraiment le tunnelier qui vient creuser tout le tunnel entre la station P9 jusqu'à la station Anjou. Donc, ce tunnelier-là, comme David disait, là, s'en vient au cours des prochains mois. On va le voir arriver à l'automne en pièces détachées. Il va commencer son travail au printemps 2026. Puis, en amont de ça, il sera baptisé. Habituellement, on lui donne un nom de femme. Et encore là, il y aura concours et dévoilement public là, pour son nom. Autre élément, toujours intéressant aussi, le Métro Montréal est reconnu à travers le monde pour ses concepts uniques d'architecturaux là, pour chacune de ces stations. Donc, la coutume s'est poursuivie pour le prolongement ligne bleue. Chacune de nos 5 futures stations a son propre concept avec son propre concepteur et accueillera aussi sa propre œuvre d'art. Donc, les concepts architecturaux de chacune de nos stations seront dévoilés au public au cours des prochains mois. Au niveau des œuvres d'art, les artistes ont déjà été choisis, c'est déjà publié chaque artiste est associé à quelle station, puis ils continuent là, la création de leur œuvre en fonction du concept là, de la station dans laquelle ils travaillent. Dernier point que j'amenais, le prolongement ligne bleue. Dans le cadre du prolongement ligne bleue, on se fait un devoir d'être au sein de la communauté, d'agir avec vous, de vous communiquer le plus possible là, ce qui se passe sur le chantier. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on mène ce type de séance. C'est vraiment pour vous aviser, vous riverains, de ce qui s'en vient. Donc, c'est important pour nous de venir vous communiquer en amont ce qui se passe, comme aujourd'hui, mais aussi, on va revenir au courant du chantier pour vous faire état des développements. On utilise multiples canaux de communication pour le faire. C'est important pour nous d'avoir un lien de proximité avec vous. D'ailleurs, c'est probablement, vous avez peut-être déjà fait la rencontre d'un de nos agents de liaison là, qui viennent vraiment, qui sont établis dans le quartier et qui désirent là, avoir un lien direct avec vous pour vous écouter, entendre vos préoccupations, puis surtout s'assurer qu'on puisse mettre des actions là, qui permettent de diminuer ces préoccupations-là. Donc, on aura la chance au courant des prochains mois et années là, de se reparler sur le déroulement du projet. Alors, les différentes manières pour lesquelles on va le faire, bien, comme je vous disais, on a nos agents de liaison. Nos agents, ils sont là, ils sont sur le chantier, ils sont dédiés à plein temps à venir cogner à vos portes, à venir vous écouter, à établir un lien de proximité. Il y a les séances d'information comme celle-ci. On a un comité de bon voisinage. Il y en a un qui va être mis en place pour votre secteur, qui est vraiment propre à votre secteur. C'est un comité sur lequel moi, à titre de directrice, je vais siéger, mais qui est aussi mes collègues au niveau de la relation avec la communauté.
puis différents, puis on cherche des inscriptions, mais on veut avoir des représentants de votre quartier, des riverains, pour pouvoir parler du chantier, pour pouvoir écouter vos préoccupations, vos besoins, puis travailler ensemble là, à mettre des solutions là, en place pour s'assurer d'avoir une cohabitation là, paisible. Et évidemment, vous pouvez aussi nous voir là, dans vos fêtes citoyennes. Et il y a une des manières pour lesquelles vous allez pouvoir être informés, c'est via tous toutes nos tribunes de communication que je vous présente. Donc, dans le fond, on a le projet Ligne Bleue, qui est notre site Internet, qui est propre au projet. Sur ce site-là, vous pouvez voir toutes les nouvelles, les développements. On va mettre des photos. On voudrait vraiment présenter le projet dans son ensemble. Ensuite, sur ce site-là, vous pouvez vous inscrire à un bulletin électronique. Donc, ce bulletin-là, il va avoir des bulletins généraux. Donc, c'est des emails qui sont envoyés plus généraux sur l'avancement du projet, sur des nouvelles du projet, mais aussi ciblés. Donc, des fois, il va y avoir de la communication très propre au chantier, qui est très ponctuelle pour vous aviser de quelque chose qui arrive sur le chantier dans les prochains jours. C'est via des bulletins ciblés qu'on va faire ça. Donc, vous allez les recevoir par email. Et les deux derniers points ici, soit le numéro de téléphone ou l'adresse email qui sont sur la page, ça, c'est pour communiquer avec nous directement. Donc, c'est vraiment nos agents de liaison qui sont au bout du fil. Vous pouvez là, leur écrire, c'est pour vraiment venir nous parler directement. Eux prennent votre demande puis l'adresse là, aux bonnes personnes et vous reviennent par la suite là, avec les réponses. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. J'espère avoir réussi à diminuer vos craintes par rapport à notre arrivée sur le chantier, puis au plaisir là, de vous reparler prochainement. Oui, merci beaucoup, Sarah, et merci également à David pour cette présentation fort instructive. Et on vient de le dire, on entame maintenant la période de questions. On vous rappelle que vous pouvez poser votre question si vous êtes sur un ordinateur en cliquant sur l'icône de bulle qui est inscrit en haut de votre écran. Donc, il est inscrit Q et R. Donc, vous cliquez là-dessus et vous écrivez votre question. Et si vous êtes sur votre cellulaire, c'est en cliquant sur les trois petits points en bas à droite et ensuite sur Q et R pour poser votre question, écrire votre question. Alors, nous tenterons de répondre à toutes les questions. Cependant, si pour quelque raison que ce soit, vous aviez des problèmes techniques, par exemple, ou si vos questions n'ont pas été traitées, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse courriel liaison@projetlignebleu.info au cours des prochains jours. Alors, passons justement, j'ai accès à un tableau où sont transmises les questions. Et une première question concernant les nuisances. On nous demande, est-ce qu'il y aura du bruit durant les travaux, donc du bruit qui pourrait affecter le voisinage, mais on nous demande aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir des pannes de courant? Alors, je ne sais pas si Sarah ou David… Oui, je peux répondre. Oui, je peux répondre. Merci, Benoît. Donc, le bruit, oui, là, comme je vous disais, des travaux, ça fait du bruit, mais on limite le bruit. Là, on met les mesures pour limiter le bruit le plus possible. Au niveau des pannes de courant, il n'y aura pas de panne de courant. Du moins, s'il y en a dans le secteur, ça ne sera pas causé par le chantier. Parfait. Écoute, Sarah, on va rester avec toi, je pense, pour les prochaines questions. Il y en a quelques-unes, on va prendre le temps de les poser, d'y répondre. Peut-être qu'on a déjà répondu, là, mais en fait, c'est jamais mauvais de répéter. Combien de temps durera le chantier? Et le corollaire de ça, c'est quand retrouverons-nous notre parc et dans quel état? Donc, oui, le chantier va commencer, comme je disais, la semaine prochaine. On prévoit jusqu'à la fin 2029 environ pour le chantier dans sa globalité. Quand on va rouvrir, dans le fond, quand on va libérer le site, le parc va avoir été tout réaménagé avec des nouveaux modules, puis il y aura aussi de nouveaux arbres qui vont être plantés, puis vraiment tout un réaménagement complet là, de ce parc-là. Autre question en lien avec le projet, question générale, est-ce qu'on peut espérer des heures de travaux qui vont permettre des soirées tranquilles?
Oui, de par les limites de bruit qu'on impose, les travaux bruyants se feront de jour, donc le soir et la nuit. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'activité sur le chantier, il peut toujours en avoir, mais ça va être de l'activité qui sera moins bruyante nécessairement. Est-il envisageable d'avoir une idée du résultat final? Bon, on parle peut-être d'image, là, mais aussi bon, en termes de superficie, d'architecture, l'impact à long terme sur le quartier. Est-ce que la circulation va changer après ça? Est-ce qu'il y a d'autres installations prévues autour du bâtiment? Donc, on nous demande si on peut en savoir un peu plus à ce moment-ci. On est encore en travail du concept. D'ailleurs, je vous rassure, on le travaille avec les services municipaux. Donc, les besoins du quartier sont pris en considération dans tout ce réaménagement-là. En date d'aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour vous présenter un visuel de ce qui s'en vient en 2029. Mais ça pourra être fait, là, je dirais, dans quelques années, là, quand on aura une meilleure idée de ce qui s'en vient officiellement. Si je peux ajouter, il faut comprendre que la structure qu'on va construire, c'est une structure très opérationnelle pour le métro. Donc, ce n'est pas une structure qui va amener de l'achalandage autour. Donc, l'arrivée de cette structure-là est l'équivalent de la structure qui était déjà en place. Donc, des visites très, très limitées par des gens STM qui vont venir pour un entretien, on va dire, d'une pompe, etc. Mais sinon, ça n'apporte rien de nouveau dans le secteur. Excellent. Écoutez, on attend vos questions. Si vous en avez, il y en a aussi une qui est entrée depuis tout à l'heure. On nous demande de quelle hauteur seront les palissades pour les chantiers. En fait, quelle sera un peu l'apparence de ces palissades-là? Ça devrait ressembler, j'imagine, aux palissades qu'on voit déjà près des chantiers puis neufs et tout ça. Ouais. Exactement. Vous allez retrouver le même genre de palissade là, qui est des murs, je dirais, d'environ 9 mètres de hauteur. 9 mètres, non, 9 mètres, c'est peut-être beaucoup. 9 pieds de hauteur. Désolée de vous avoir fait cette fausse joie. Donc, c'est 9 pieds de hauteur. On va les peinturer en bleu d'ailleurs là, pour que ça soit, puis il y aura de l'affichage pour que ça soit joli là, dans le quartier. Excellent. Donc, d'autres questions qui sont entrées concernant les nuisances. Alors, la personne qui nous écrit, elle travaille de la maison. Alors, elle réside sur la 17e rue en haut de Everett. Est-ce qu'elle va entendre beaucoup de bruit? Alors, elle a besoin de silence et de calme, on la comprend pour son travail, mais en étant là, en haut d'Everett, est-ce qu'elle va entendre beaucoup de bruit en lien avec le chantier? Disons que si vous êtes au nord d'Everett, vous êtes déjà un peu plus loin du chantier. Le chantier, l'intention avec des murs anti-bruit, c'est vraiment de camoufler le bruit le plus à l'intérieur. Donc, on essaie le plus possible de mêler notre bruit au bruit ambiant. C'est pas, je dirais, ça se peut que de jour vous l'entendiez, mais ça va être là, plus vous vous éloignez du chantier, plus ce bruit va être estompé. Les arbres, on en a parlé un petit peu, je crois, mais on nous demande les arbres là, qui restent là, dans le parc, est-ce qu'ils seront protégés et surtout est-ce qu'ils vont être préservés? Oui, je vous rassure. Les arbres, la coupe d'arbres est terminée. Ce qu'on avait à couper là, parce que ça venait en conflit avec le front d'excavation a été coupé. Tous les arbres qui demeurent, on compte les protéger pour s'assurer là, de les maintenir là, en bon état jusqu'à la fin du chantier. On nous demande, côté circulation, stationnement, pourquoi ne pas mettre la 17e avenue en sens unique et garder le stationnement du côté est? Donc, question un peu plus technique. Je ne sais pas si on peut y répondre à ce moment-ci. Sarah, David? Oui, tous nos chemins de mobilité ont été réfléchis. Ils ne sont pas fixes. Ça peut toujours changer. Disons qu'on les a réfléchis pour essayer de limiter le plus les impacts. Donc, c'est souvent pour ça qu'on essaie de pas trop changer pas ramener un sens unique s'il n'est pas nécessaire. On verra toutefois avec le temps, on va tester un peu cette stratégie de mobilité-là qui a été réfléchie. On verra les impacts là, avec la circulation, puis s'il y a lieu de changer, soit par des conflits avec le stationnement, des conflits avec la circulation, là, on pourra se réadapter. D'accord.
Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être garder peut-être une minute ou deux, voir s'il y a d'autres questions qui s'en viennent. Parce que bon, on va passer nécessairement beaucoup de temps encore sur les questions. Euh, Écoutez, s'il y a quelque chose, il faut dire que notre présentation était bien préparée, beaucoup d'informations. C'est peut-être là que nous avons répondu à la plupart, sinon la totalité, de vos questions durant la présentation. Donc, je regarde de mon côté le tableau. Toujours pas là, il ne semble pas donc y avoir de nouvelles questions. C'est attendre un petit 30 secondes. Évidemment, on souhaite vous entendre, vous écouter, enfin vous lire dans ce cas-ci. Donc, toujours pas de nouvelles questions. Donc, voilà. Ah, ben justement, une question qui vient d'arriver. Est-ce que le chantier pourrait se faire plus rapidement? Ce n'est pas une mauvaise question, on nous la pose parfois. David, peut-être. Oui, en réalité, notre but, c'est de le faire le plus rapidement possible. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs éléments à tenir en compte. Autant la question, tantôt on en parlait, la question, en fin de compte, des nuisances. Donc, plus on essaie de faire rapidement, plus ça amène beaucoup plus de nuisances. Mais on a des travaux qui vont s'exécuter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour vous donner l'exemple, à P9 présentement, l'excavation qui se fait présentement se fait 7 jours sur 7 sur des horaires entre 10 et 12 heures par jour. Donc, déjà là, il y a une cadence qui est quand même assez rapide, mais un projet est de plus en plus complexe avec tout ce qu'on ajoute dedans, avec la technologie, etc. Donc, c'est plusieurs étapes, puis on travaille, c'est tous des travaux qui se font en souterrain. On a très peu de lieux où est-ce qu'on a accès à la surface. Donc, ça crée, en fin de compte, une certaine congestion pour être capable d'acheminer tous nos éléments, autant le béton, les rails, etc., dans les tunnels. Donc, il y a différents secteurs qui servent à alimenter ces éléments-là. Donc, notre but, c'est de réaliser plus vite que prévu, mais présentement, nos échéanciers qu'on a mis en place, c'est des échéanciers très réalistes. Il n'y a rien d'optimiste là-dedans. Tu sais, c'est pas on va vous arriver avec des dépassements. Non, non, notre but, c'était d'avoir un échéancier réaliste. Et aujourd'hui, notre but, c'est d'aller battre nos échéanciers pour se donner de la marge parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que, est-ce qu'on peut le faire plus rapidement? Et ça amène beaucoup d'éléments si on essaie d'aller encore plus rapidement que ça. On peut mal réaliser des éléments en qualité. On a aussi la santé-sécurité qui est très, très importante. Donc, tous les travaux qui peuvent être superposés, c'est un élément qui est problématique. Et en plus de ça, on a aussi toute la question des nuisances autour. Donc, on vous le dit, là, notre but, c'est le plus possible d'aller rapidement, mais tout en gardant la qualité, les budgets, la santé-sécurité en place. Excellente réponse. Merci beaucoup, David. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je sais aussi là, que ce n'est pas tout le monde. Une autre petite question. Y a-t-il un ralentissement des travaux en hiver? Non. Encore là, on le mentionne, on est beaucoup, beaucoup en souterrain. Donc, été comme hiver, il n'y a pas de changement. Juste pour vous donner l'exemple, là, ça a été quelque chose quand même. On a eu 2 tempêtes back-à-back cet hiver à un certain moment. Et le chantier n'a jamais ralenti, même durant les précipitations, le chantier continue à la même vitesse. Donc, c'est pas ça qui a ralenti. Même dans les journées les plus froides, il y avait des froids, il y a des activités qui n'ont pas eu lieu, mais dans d'autres qui ont eu lieu. Donc, pour nous, l'hiver, maintenant, un chantier de cette envergure-là, il n'y a pas vraiment de différence. Bien, merci pour la précision. Alors, il est presque 1 heure. Je sais que les gens qui n'ont pas mangé encore. Donc, écoutez, je crois qu'on va mettre fin à ce moment-ci à cette séance d'information. Tel que nous l'avons mentionné, l'équipe du projet Ligne Bleue reviendra vous voir à plusieurs reprises tout au long du projet
D'ici là, vous pouvez consulter notre page web projetlignebleu.info et vous inscrire à nos bulletins électroniques. Aussi, vous pourrez choisir à ce moment-là de recevoir les dernières nouvelles sur le projet dans son ensemble ou seulement sur le secteur qui vous intéresse. Il s'agit du meilleur moyen de demeurer informé de l'avancement du projet, des travaux prévus et des tribunes d'information à venir. Vous avez également à l'écran un code QR qui vous permettra de répondre à notre sondage d'appréciation. On vous remercie à l'avance. On vous remercie également pour votre participation à cette rencontre, de l'intérêt que vous portez envers le projet de prolongement de la ligne bleue et, bien sûr, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.